Tu sais, j'étais en train de penser à un truc. Ouais, à quoi? Ben, dans ta première vidéo, t'as expliqué ce que c'était que l'amnésie rétrograde et l'amnésie antérograde. Oui, et alors? Non, non, rien, c'est juste que je me disais que t'avais pas expliqué ce que c'était que la mémoire en fait. Bonjour à tous et bienvenue sur le Neuropsychovlog. Aujourd'hui, nous allons donc parler de la mémoire et de l'organisation de la mémoire. Ouais, parce que là, en 4 vidéos, j'avais quand même parlé de la mémoire à long terme, de la mémoire à court terme, j'ai évoqué la mémoire sémantique, j'ai cité la mémoire épisodique, j'ai parlé de la mémoire de travail, et j'ai jamais expliqué ce que c'était vraiment que la mémoire. C'est vrai que si je demande dans la rue à quelqu'un de m'expliquer, de me définir ce qu'est la mémoire, j'aurais sans doute une réponse du genre c'est ce qui nous rend unique ou c'est ce qui nous permet de nous rappeler de notre passé. Et ces réponses sont tout à fait exactes. Seulement, dans les disciplines scientifiques, on aime avoir des définitions très précises et très carrées. Et la mémoire a une définition extrêmement simple. Elle tient exactement en 3 mots. Encodage, stockage, récupération. Et oui, seulement 3 mots pour définir un sujet aussi complexe, un domaine aussi vaste que la mémoire. Un souvenir, c'est une information qui a été enregistrée ou encodée, qui a été stockée dans notre cerveau et auquel nous pouvons avoir accès, c'est-à-dire que nous pouvons récupérer. Le problème d'une définition aussi large, aussi vaste, c'est qu'elle peut recouvrir un très grand nombre de phénomènes différents. Par exemple, si je me rappelle de ce que j'ai fait hier ou la semaine dernière, c'est une information qui a été encodée, stockée et que je récupère. Si je me rappelle que Paris est la capitale de la France ou qu'un oiseau est un animal qui a des plumes, c'est une information qui a été encodée, stockée et que je récupère. De même, quand je marche, quand je parle, quand j'écris, quand je fais du vélo ou quand je joue du piano, c'est une information qui a été encodée, stockée et qui est récupérée. Pourtant, ces phénomènes sont complètement différents et c'est pas évident d'imaginer qu'il s'agit dans tous les cas d'une forme de mémoire. Et c'est ça qui va nous amener à la première question de cette vidéo. Est-ce qu'on parle d'une mémoire ou des mémoires? Là, la réponse paraît assez évidente. Après tout, dans mes différentes vidéos, j'ai parlé de mémoire à court terme, de mémoire à long terme. J'ai parlé de plein de formes de mémoire, donc c'est qu'il existe plein de mémoires différentes. Eh bien, le débat n'est pas tranché sur ce point précis. En effet, il existe des modèles de mémoire uniques et des modèles qui considèrent qu'il existe plusieurs formes de mémoire. Ce sont ces modèles qui sont dominants dans la littérature scientifique à l'heure actuelle et je vais présenter un petit peu comment on est arrivé à ces conceptions-là de la mémoire. Alors, l'étude de la mémoire, ça remonte quand même à quelques temps. Si je veux remonter un petit peu loin dans le passé, je vais parler de Descartes et de la métaphore de la tablette de cire. Pour ce philosophe, en fait, un souvenir, c'était quelque chose qui s'imprimait dans la mémoire de la même manière qu'on peut laisser une empreinte sur une tablette de cire. Mais l'étude scientifique de la mémoire arrive avec un philosophe allemand, Hermann Ebbinghaus, dans son essai de 1885 intitulé Sur la mémoire. Hermann Ebbinghaus va être le père fondateur de l'étude scientifique de la mémoire. Il va mettre en place des paradigmes expérimentaux, des méthodes d'évaluation de la mémoire qui sont encore utilisées de nos jours par les cliniciens et par les expérimentalistes. Parmi lesquels on va retrouver ce qu'on appelle le rappel libre ou le rappel sériel, que je vais évoquer plus tard, la reconnaissance ou les rappels immédiats et les rappels différés. Entre le début du XXe siècle et à peu près les années 50, la psychologie expérimentale est dominée par le mouvement behavioriste qui s'est structuré sur les découvertes de Pavlov, entre autres sur le conditionnement. Petite parenthèse, le conditionnement c'est aussi une forme de mémoire. Pour les behavioristes, tous nos comportements, y compris le fonctionnement de notre mémoire, découlent d'une association entre un stimulus et une réponse. Et tout ce qui se passe entre l'apparition du stimulus et la production de la réponse appartient à une espèce de boîte noire qui n'a pas d'intérêt scientifique puisqu'elle n'est pas observable directement. Le problème, c'est qu'il existe énormément de phénomènes mnésiques qui ne peuvent pas être expliqués par les lois du conditionnement. Par exemple, si je me rappelle de ce que j'ai fait hier soir, ce phénomène ne peut pas être expliqué par les lois du conditionnement, puisque l'association entre un stimulus et une réponse se renforce par la répétition. Or, ce que j'ai fait hier soir ne s'est pas répété, ça n'a eu lieu que hier soir.
aux alentours des années 50, va émerger un nouveau mouvement théorique, le mouvement cognitiviste, qui va avoir pour objectif justement d'analyser le fonctionnement de la boîte noire behavioriste. Un des premiers modèles cognitifs de la mémoire, je vous en ai déjà parlé, c'est le modèle d'Atkinson et Shiffrin. Il y a eu une première version en 1952 et une version finale en 1968. Dans le modèle d'Atkinson et Shiffrin, il existe deux grandes formes de mémoire, la mémoire à long terme et la mémoire à court terme, je vous en ai déjà parlé. La mémoire à long terme est considérée comme un espace de stockage à long terme des informations. Elle est illimitée en quantité, elle est illimitée en durée, ça veut dire qu'on peut y faire rentrer autant de souvenirs qu'on veut et que ceux-ci ne sont censés jamais disparaître. La mémoire à court terme, elle, est considérée comme un espace de stockage temporaire de l'information. Elle est très limitée à la fois en quantité et en durée. Le souvenir qui est inscrit est également extrêmement fragile. On estime en effet qu'on ne peut avoir qu'environ 7 informations en même temps en mémoire à court terme et que la trace mnésique ne va exister, ne va durer que quelques secondes. Il est nécessaire de la rafraîchir régulièrement si on veut la maintenir. Dans le modèle d'Atkinson et Shiffrin, les informations passent de la mémoire à court terme vers la mémoire à long terme, entre autres grâce au mécanisme de répétition. Atkinson et Shiffrin ont construit leur modèle en se basant sur des observations expérimentales, parmi lesquelles deux effets principaux, à savoir l'effet de primauté et l'effet de récence. Je m'explique. Si on propose une tâche de rappel libre immédiat à un sujet, c'est-à-dire qu'on va lui proposer du matériel à apprendre, une liste d'une trentaine de mots par exemple, en lui demandant, dès que la liste a fini d'être présentée, de nous redire tous les mots dont il se souvient dans l'ordre qu'il veut, c'est une tâche de rappel immédiat, libre. On va observer plusieurs phénomènes. D'abord, les sujets ont tendance à répéter les mots qu'ils viennent d'entendre. Si je présente cheval, voiture, avion, la personne va se dire cheval, voiture, avion. Si je rajoute guitare, cheval, voiture, avion, guitare. On va ensuite mesurer le taux de rappel des mots en fonction de leur position dans la liste. Et ce qu'on observe, c'est que les mots du début de liste sont mieux rappelés, les mots de fin de liste sont mieux rappelés, et les mots de milieu de liste sont moins bien rappelés. Le fait que les mots de début de liste soient mieux rappelés s'appelle effet de primauté, et le fait que les mots de fin de liste soient mieux rappelés s'appelle effet de récence. L'explication de l'effet de primauté serait que les mots de début de liste ont eu l'occasion d'être davantage rappelés que les mots de milieu de liste et de fin de liste. Ils ont eu l'occasion d'entrer en mémoire à long terme et sont donc plus facilement rappelés. L'effet de récence, lui, s'explique parce que les derniers mots présentés sont toujours présents en mémoire à court terme et donc sont plus facilement rappelés. Les mots de milieu de liste n'ont pas été suffisamment répétés pour entrer en mémoire à long terme, mais ne sont plus présents en mémoire à court terme. Ils sont donc moins bien rappelés. Si vous vous souvenez de ma première vidéo, si vous vous en rappelez pas, le lien en description, merci. Donc, si vous vous rappelez bien de ma première vidéo, j'avais présenté le cas HM comme étant un argument clinique en faveur de l'existence d'un système de mémoire à court terme et d'un système de mémoire à long terme. C'est vrai, mais c'est aussi vrai que le cas HM, associé à son inverse, le cas KF, ont mis fin à l'existence du modèle Atkinson et Shiffrin. Pour rappel, très rapidement, HM présentait une atteinte de la mémoire à long terme et une préservation de la mémoire à court terme. KF, c'était l'inverse. Alors, très rapidement, KF, c'est un patient qui a été victime d'un accident vasculaire cérébral. Son cas a été présenté par Elizabeth Warrington et Tim Chalice, qui sont neuropsychologues britanniques. Et contrairement à HM, KF présentait une préservation de la mémoire à long terme et une atteinte très importante de la mémoire à court terme. Or, dans le modèle d'Atkinson et Shiffrin, je vous rappelle que l'information ne peut entrer en mémoire à long terme que si elle est déjà passée par la mémoire à court terme. Il est donc impossible d'avoir un patient présentant une mémoire à court terme altérée et une mémoire à long terme préservée. Voilà pour le modèle d'Atkinson et Shiffrin. Il est surtout important parce que c'est le premier. Mais les concepts de mémoire à long terme et de mémoire à court terme qu'on proposait ne vont pas beaucoup évoluer. Alors c'est pas tout à fait vrai pour la mémoire à court terme. Un théoricien extrêmement important qui s'appelle
Alan Baddeley va proposer une refonte de la mémoire à court terme, un nouveau concept qui va s'appeler la mémoire de travail, mais on va passer vite dessus. De quoi? Tu passes vite sur le modèle de la mémoire de travail de Baddeley? Zen, hein. Déjà, les gens vont pas comprendre pourquoi tu t'énerves. Ensuite, non, je balaye pas le modèle de mémoire de Baddeley. Le modèle de Baddeley, ça a été un modèle extrêmement important, il l'est toujours d'ailleurs, sur la mémoire à court terme et de travail. Seulement, j'en aurai pour des heures à en parler, donc je garde ça pour une prochaine vidéo. Sachez juste que maintenant on parle de mémoire à court terme et de travail, c'est tout. Par contre, il existe beaucoup d'autres modèles d'organisation de la mémoire. Et maintenant, on va parler d'un autre modèle extrêmement important, le modèle SPI proposé par Handel Tulving. SPI pour sériel, parallèle et indépendant. C'est un modèle de mémoire qui a été proposé initialement en 1972 et qui a été revu plusieurs fois. La dernière version date de 1995, si je ne me trompe pas. Le modèle SPI, c'est un modèle hiérarchique de la mémoire, avec tout en bas la mémoire procédurale, la mémoire sémantique, la mémoire de travail et la mémoire épisodique. Je ne parlerai pas du système de représentation perceptive. Ah bon, et pourquoi? Tu veux dire en plus du fait que c'est ma vidéo et que je fais ce que je veux? Parce que ce serait extrêmement technique. Et puis, en plus, on aura l'occasion d'en parler quand on parlera de la perception. Dans le modèle de Tulving, l'encodage va se faire de manière sérielle en passant d'abord par les niveaux inférieurs de la mémoire procédurale, la mémoire sémantique, la mémoire au travail, puis la mémoire épisodique. Le stockage de la trace mnésique va se faire de manière parallèle dans chaque système de mémoire séparément, et la récupération de l'information va se faire de manière indépendante pour chaque système de mémoire. Sériel, parallèle et indépendant. Alors le modèle de Tulving a apporté énormément de choses. Entre autres, il a contribué à la distinction entre mémoire épisodique, mémoire sémantique et mémoire procédurale. La mémoire procédurale, c'est la mémoire du savoir-faire. Quand je conduis, quand je joue du piano, quand je fais du vélo, je fais appel à des informations, à une procédure motrice, à une procédure cognitive qui aura été automatisée. La mémoire sémantique, c'est la mémoire commune, c'est la mémoire un peu collective. Ce sont les informations que nous avons sur le monde. Paris est la capitale de la France. Un oiseau est un animal qui a des plumes et qui vole dans la plupart des cas. Une voiture est un véhicule à 4 roues, alors qu'une moto n'en a que 2. Ce qui va caractériser un souvenir sémantique, c'est qu'il n'est pas contextualisé. Si je vous demande où est-ce que vous avez appris que Paris est la capitale de la France, vous serez incapable de me répondre. Par opposition, la mémoire épisodique, ça va être une mémoire contextualisée. C'est elle qui va pouvoir me dire ce que j'ai fait hier soir, où j'étais le 11 septembre 2001, et c'est une mémoire qui est propre à chaque individu. Alors il ne faut pas confondre mémoire épisodique et mémoire autobiographique. En effet, il existe des souvenirs autobiographiques qui ne sont pas épisodiques. Par exemple, si je vous demande votre prénom, je sais, Sébastien. Si je vous demande votre prénom, donc, vous allez être capable de me répondre, c'est une information qui vous est personnelle, qui est liée à votre biographie, mais vous êtes incapable de me rappeler le contexte dans lequel cette information a été apprise. C'est donc pas une information épisodique. Alors la clinique a plutôt tendance à bien soutenir l'existence de ces mémoires. En effet, si on reprend le cas HM, il présentait une atteinte spécifique de la mémoire épisodique, sans atteinte de la mémoire sémantique, ni de la mémoire procédurale. Dans la maladie d'Alzheimer également, il existe une atteinte, en tout cas au début, spécifique de la mémoire épisodique. Il existe d'autres pathologies qui vont toucher plus spécifiquement la mémoire sémantique. Cependant, comme pour le modèle d'Atkinson et Shiffrin, c'est la clinique qui va commencer à remettre en cause le modèle SPI. En effet, comme je vous l'ai dit, dans le modèle SPI, il n'est pas possible d'enregistrer, d'encoder un souvenir dans un système de mémoire supérieur sans être passé d'abord par les systèmes de mémoire inférieurs. Par exemple, on ne peut pas encoder un souvenir en mémoire épisodique sans qu'il soit passé par la mémoire sémantique. Or, comme je vous l'ai dit, il existe des pathologies qui vont mettre en évidence une atteinte de la mémoire sémantique et une préservation, voire une amélioration des capacités de mémoire épisodique. Parmi ces pathologies, je vais citer la démence sémantique. La démence sémantique? Ouais, je sais, la démence, c'est comme la schizophrénie, c'est un terme qui véhicule énormément d'idées reçues et il y aura une vidéo sur ce concept-là. Alors, il existe d'autres remises en cause du modèle de Tulving.
en particulier des modèles sur la construction de la mémoire sémantique, je pense au modèle d'Anderson par exemple, mais c'est un peu anecdotique. On va plutôt passer au modèle suivant. Le modèle de mémoire de Squire. Celui-là, je l'aime pas. Le modèle de Squire, publié initialement en 1991, va être un modèle d'organisation de la mémoire qui va différencier la mémoire déclarative et la mémoire non déclarative. Pour Squire, la mémoire déclarative est dite explicite et la mémoire non déclarative est dite implicite. Ouais, non. Déjà, là, j'ai des problèmes. Théoriquement, déclaratif et explicite, c'est pas du tout la même chose. De même que non déclaratif et implicite. Bon, là, il faut absolument que je fasse une explication. Comme je l'ai déjà dit dans mes premières vidéos, une information déclarative, c'est une information qui peut être transmise par le langage, peu importe qu'elle soit auditive ou visuelle. Par exemple, ça, c'est une information visuelle déclarative. C'est un chien noir. Ça, c'est une information visuelle non déclarative. Ça, je peux pas vous expliquer ce que c'est. Ça, c'est une information auditive déclarative. Il fait beau aujourd'hui. C'est une phrase. Ça, c'est une information auditive déclarative. C'est un chien qui aboie. Ça, c'est une information non déclarative auditive. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Une information déclarative peut se transmettre par le langage. Une information non déclarative ne peut pas se transmettre par le langage. Ensuite, qu'est-ce que la mémoire explicite et qu'est-ce que la mémoire implicite? Cette distinction explicite-implicite a été proposée en 1985 par Schachter. La mémoire explicite et la mémoire implicite ne font pas du tout référence au matériel à encoder ou à stocker, mais au niveau de conscience des processus, à savoir encodage et récupération. Dans la mémoire explicite, l'encodage et la récupération sont faits de manière volontaire, de manière consciente. Exemple, je vais vous dire 3 mots, vous les retenez bien parce que je vous les redemanderai après. Ballon, vache, maison. Maintenant, redites-moi les 3 mots. Ballon, vache, maison. Voilà, vous avez volontairement appris les 3 mots, l'encodage a été volontaire, a été conscient, et vous avez volontairement récupéré ces informations, l'encodage a été volontaire, conscient. Dans la mémoire implicite, l'encodage et la récupération vont se faire de manière involontaire, de manière non consciente. Par exemple, quand vous avez appris à faire du vélo, quand vous avez appris à nager, vous n'étiez pas en train de vous dire « faut surtout pas que j'oublie que d'abord j'appuie sur le pied gauche, ensuite j'appuie sur le pied droit, tout en maintenant mes mains pour que le guidon soit droit et je continue. Faut pas que j'oublie cette séquence. » Non, vous étiez en train de vous concentrer sur votre équilibre, vous étiez en train de vous concentrer sur ce qu'il y avait autour de vous. De même, quand vous nagez ou quand vous faites du vélo maintenant que vous savez en faire, vous n'êtes pas en train de vous dire « alors faut pas que j'oublie jambe gauche, jambe droite, guidon droit ». Non, là encore, vous regardez ce qu'il y a devant vous et vous ne pensez même pas à ce que vous êtes en train de faire. Vous pouvez discuter, profiter du paysage. L'encodage et la récupération sont non conscients. Voilà, c'est pour ça que j'aime pas le modèle de Squire. Il fait un mélange entre déclaratif, explicite, non déclaratif et implicite. Ça pose un vrai problème. Pour lui, par exemple, la mémoire procédurale est forcément implicite, non déclarative. Moi, je vous en trouve des exemples procéduraux déclaratifs. A, B, C, D, E, F, G, janvier, février, mars, avril. Ces informations qui sont déclaratives et pourtant procédurales. Même chose, des informations non déclaratives épisodiques, on peut en trouver plein. C'est très compliqué de transmettre par le langage, par exemple, ce que vous avez ressenti dans telle ou telle situation qui peut pourtant être parfaitement inscrite dans votre mémoire épisodique. Allez-y, commencez à m'expliquer toutes les émotions que vous avez pu ressentir quand vous avez appris pour les attentats du 13 novembre, par exemple. C'est souvent compliqué de mettre des mots dessus. D'ailleurs, on parle de sidération quand on ne sait pas quoi dire.
Bon, maintenant, fin du coup de gueule, le modèle Squire, il a énormément d'intérêt. Entre autres, vraiment le point fort de ce modèle, selon moi, c'est que c'est le premier modèle à vraiment essayer d'associer une forme de mémoire avec un système cérébral. Et pour un neuropsychologue, c'est pas quelque chose d'anodin. Entre autres, dans le modèle Squire, on va bien préciser l'importance des lobes temporaux dans la mémoire, en particulier du lobe temporal externe pour la mémoire sémantique et du lobe temporal interne pour la mémoire épisodique. Toujours pour faire un petit rappel par rapport aux anciennes vidéos, le lobe temporal interne, en gros, c'est les hippocampes, les structures dont j'avais déjà parlé dans la vidéo sur HM. Pour ne pas finir sur un point négatif, j'ai présenté un dernier modèle, un modèle français présenté en 2003, c'est le modèle de Béatrice Desgranges et de Francis Eustache, le modèle Mnesis. Ah, Mnesis comme mnésique, la mémoire, tout ça. Non. Mnesis comme modèle néostructural intersystémique de la mémoire humaine. Ah ben oui, c'était évident en fait. Moi j'aimais bien Mnesis, mnésique. Le modèle Mnesis se veut une synthèse des connaissances que nous avons sur l'organisation de la mémoire humaine. On va y retrouver d'ailleurs des éléments des modèles dont je vous ai déjà parlé. En l'occurrence, on va retrouver les grandes formes de mémoire qui existent dans le modèle d'Endel-Tulving, mémoire épisodique, mémoire sémantique, mémoire perceptive, mémoire procédurale. On va également y retrouver la mémoire de travail telle qu'elle a été décrite par Alan Baddeley. La grande force du modèle Mnesis, selon moi, c'est les relations qui sont construites entre les différentes formes de mémoire et la manière dont leur interaction fonctionne. C'est-à-dire que les informations peuvent être stockées dans différents systèmes de mémoire, mais vont être interconnectés, vont être reliés entre eux, ce qui fait que la récupération d'une partie de l'information va permettre la récupération du reste de l'information. Et contrairement au modèle de Tulving, dans le modèle Mnesis, les informations vont être récupérées en même temps. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a intéressé. Donc elle avait pour objectif de présenter un petit peu l'organisation de la mémoire. Elle avait aussi pour objectif de vous donner les bases pour que dans les prochaines vidéos, quand j'évoque les concepts de mémoire épisodique ou de mémoire sémantique ou de mémoire de travail, soit un petit peu plus clair pour vous, parce que c'est des concepts que je vais réutiliser dans les prochaines vidéos. Donc, si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Si elle vous a déplu, mettez un petit pouce en bas. N'hésitez pas à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à les commenter, c'est ça qui va faire vivre la chaîne, c'est ça qui va faire vivre les vidéos. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.